Bonjour à tous, je m'appelle Stéphane Dalifard, je suis vice-président chez Capgemini Invent, donc la branche conseil de Capgemini, en charge des activités dans le secteur bancaire. Et donc j'ai le redoutable honneur de démarrer cette journée avec en plus l'exercice de résumer en une quinzaine de minutes l'enquête annuelle, comme l'a dit Stéphane, qui, elle, fait à peu près 70 pages et compile à peu près des centaines et des centaines de chiffres. Autre point intéressant, c'est une enquête qui est donc faite tous les ans depuis 2015. Et donc c'est intéressant parce qu'on peut voir, il y a des questions qui sont récurrentes et qu'on pose tous les ans. Et ça permet de voir aussi certains éléments de tendance, soit se confirmer, soit disparaître. Et aussi d'anticiper quelques signaux faibles, puisqu'on a le droit de poser quelques nouvelles questions. Et je vous présenterai aussi quelques éléments plutôt de prospective. Donc l'enquête a été menée début juin. C'est pour ça que les conclusions que j'ai eues il y a seulement quelques jours. Donc le travail de synthèse a été assez, on va dire, intense. Et elle a été faite auprès de 1045 Français, Français connectés à Internet. Il y a beaucoup de questions qui sont liées aussi à l'usage des canaux digitaux. Et donc, c'est un sondage, hein, comme il peut en exister aussi dans d'autres secteurs, mais pour une avec un panel représentatif de Français connectés. Alors, premiers éléments de synthèse et de conclusion. Alors, je crois que dans la salle, il y a à la fois des représentants des banques traditionnelles et des représentants plutôt de la nouvelle économie, des fintech. Et donc, il faut que je puisse ménager, on va dire, les uns et les autres. Néanmoins, il y a quelque chose qui ressort de façon très forte, c'est que le modèle bancaire traditionnel reste plébiscité par les clients. Vous allez voir, donc là je m'adresse aux banquiers traditionnels, vous allez voir, je pense qu'il y a un satisfecit complet des clients vis-à-vis de vous. Donc on se demande même s'il faut que vous continuiez à participer à la journée, parce que normalement vous n'avez rien de plus à faire, tout va très bien. Donc d'abord un chiffre, 92%, alors en plus c'est pas écrit là, 92% des Français ont leur compte principal dans une banque traditionnelle. C'est exactement le même chiffre que l'année dernière, et ça montre aussi l'hégémonie du modèle de banque traditionnelle, au moins comme banque principale. En revanche, peut-être un élément à avoir en tête, on sent quand même forcément un élan qui existe quand même depuis un certain nombre d'années pour de l'ouverture de comptes dans des banques en ligne. Un chiffre, donc 40% des ouvertures de comptes sur ces 2 dernières années se sont faits auprès de banques en ligne. Et donc il faut, si on le met en regard du premier chiffre, on voit bien que c'est a priori plutôt comme un compte secondaire. Et donc ça veut dire qu'il y a un enjeu fort de la part de ces banques en ligne de faire en sorte de devenir la banque principale. Et aujourd'hui, il y a encore un gros travail devant soi ou devant ces banques pour faire en sorte que que leur banque soit la banque principale. Un petit mot sur le podium. Donc je pense que sans surprise, donc parmi les personnes interrogées qui ont un compte en ligne, 18% ont un compte chez Boursorama. Et donc, on voit bien que Boursorama est le leader assez largement en tête de la banque en ligne en France. Et Fortuneo et Hello Bank viennent compléter le podium. Une nouveauté cette année, dans les échantillons cités par les clients, on découvre pour la première fois N26 Bank et Revolut, néanmoins avec des parts très minimes, entre 1 et 2%. Donc on sait que ce sont des banques dont on entend beaucoup parler, avec pas mal d'innovations, notamment sur la capacité à ouvrir des comptes en 15 minutes par exemple. Mais force est de constater quand même que dans le paysage bancaire français, ça reste des banques qui sont quand même à la marge, malgré leur nombre de clients, et a priori donc pas des banques principales. Donc, la banque traditionnelle est encore très largement plébiscitée. Et en plus, les Français ne changent toujours pas de banque. La mobilité bancaire reste stable et reste stable à des pourcentages qui sont très faibles. Vous voyez un chiffre, 70%
Français interrogés n'envisagent pas de changer de banque principale. On est bien sur les banques principales. Un point cependant, vous verrez dans l'étude, il y a énormément de chiffres autour des générations, autour des moins de 35 ans, autour des plus de 60 ans. Et on constate quand même que les moins de 35 ans sont la population la plus encline à changer de banque. Donc il faut quand même peut-être anticiper, même si enfin, depuis même une dizaine ou une quinzaine d'années, on voit que le taux de mobilité bancaire est quand même assez stable, hein, très très légère hausse, à moins de 5%. Mais on peut quand même anticiper peut-être demain une évolution un peu plus forte. Voilà, donc vous avez des clients qui ne changent pas de banque, qui sont plutôt dans des banques traditionnelles, et en plus, ils sont très contents de leur conseiller clientèle, enfin de leur conseiller bancaire. Je vous dis, tout va très bien. Donc à la question, comment jugez-vous votre relation avec votre conseiller bancaire? Donc s'il y a des conseillers bancaires dans la salle, prenez tout de suite en photo les résultats, parce que le conseiller est agréable, il a une bonne qualité d'échange et d'écoute. Vous voyez, dès que c'est en bleu marine, un peu bleu clair, enfin les parties où il y a des gros chiffres, c'est que les Français sont plutôt d'accord. Plutôt d'accord ou tout à fait d'accord. En fait, c'est un élément qui est assez intéressant parce qu'on entend beaucoup aujourd'hui de questionnements. Les Français aiment bien se plaindre, de toute façon, et aiment bien quand même se plaindre des dysfonctionnements de leur banque et parfois aussi de leurs conseillers qui tournent souvent, c'est pas toujours le même, je le vois pas beaucoup, il n'est pas proactif. Quand on fait une étude comme ça, la réalité, c'est que finalement, quand même, la majorité écrasante des Français trouvent leur conseiller à la fois sympa, relativement proactif, disponible, enfin il a toutes les qualités attendues. Et enfin, je pense que l'élément est intéressant, on avait constaté déjà l'année dernière, et là on est dans une période, on va dire vraiment post-Covid, enfin en tout cas on croise les doigts, on avait constaté déjà l'année dernière que les Français se rendaient de moins en moins en agence. Ce n'était pas forcément lié au Covid, puisque c'était déjà un phénomène qui existait depuis longtemps, qui s'était accéléré en 2020-2021. Et donc là, c'est intéressant parce que c'est la première enquête qu'on fait, on va dire, dans un monde, on va dire, redevenu à peu près normal. Et il est clair que cette tendance de fond va perdurer. Les Français se sont habitués à ne plus voir leur conseiller bancaire qu'ils trouvent très sympa, proactif, etc. Mais c'est bien, mais on n'a pas forcément envie de le voir. Par contre, on veut bien lui parler, mais plutôt à distance. Du coup, avec ce questionnement sur la fréquentation des agences, donc vous voyez ici à quelle fréquence vous rendez-vous dans l'agence de votre banque principale. 23% des Français disent jamais, 58% disent rarement, c'est-à-dire moins d'une fois par mois. Et on a justement fait un peu un historique par rapport à 2015. Donc vous voyez quand même un bond par rapport à 2015 et 2022 qui est stable par rapport à 2021. Donc vraiment, un modèle maintenant est ancré. Les Français ont pris l'habitude de continuer à avoir envie d'avoir un conseiller, premier point. Deuxièmement, d'être d'accord pour continuer à discuter avec lui, mais la plupart du temps à distance. Ce qui pose d'ailleurs, au passage, des questions, je sais que beaucoup d'entre vous se la posent, sur le maillage territorial, le réseau d'agences. Et si on pousse un peu le trait, demain, à quoi va servir mon agence? Voilà, donc ça, c'est le panorama général. Donc bravo, aux banquiers. Alors, je le dis avec un petit sourire, mais je pense que pour en arriver là, c'est pas seulement en ne faisant rien, bien au contraire. Hein. Je pense que les banques ont beaucoup travaillé à la fois pendant la crise du Covid, et je pense que les Français ont vu que les banques, je crois qu'on disait qu'elles étaient dans la deuxième ligne de défense. Les agences sont restées en partie ouvertes, et puis vous avez fait beaucoup d'efforts dans la digitalisation, dans la capacité à essayer d'être à des niveaux assez proches, voire similaires aux banques en ligne ou à ces néobanques qui arrivent sur les offres ou les fonctionnalités qui sont proposées sur le digital. Et donc, j'arrive à la deuxième partie. Donc, non seulement les Français sont contents de leur banque, et en plus, ils les trouvent innovantes et digitales. Vous avez bien fait de venir ce matin. Donc, pareil, on peut avoir une idée un peu reçue quand on travaille dans le microcosme bancaire que
Les banques sont plutôt des entreprises traditionnelles avec un certain immobilisme et que face à des fintechs agiles, rapides, qui utilisent les technologies les plus innovantes, les banques sont à la traîne. Néanmoins, quand on pose la question aux clients, les clients trouvent, c'est une question simple, trouvez-vous votre banque principale innovante? 72% des Français répondent oui. Alors pas forcément très innovante, mais en tout cas oui, elle est innovante. Et les clients des banques en ligne sont beaucoup plus nombreux à les percevoir comme très innovantes. Donc néanmoins, effectivement, pour les banques en ligne, il y a encore aujourd'hui une petite prime à l'innovation, mais les Français trouvent que leurs banques sont quand même, on va dire, à l'état de l'art. Et on le voit, cette année, on a rajouté quelques questions sur l'usage de l'application mobile. Et on le voit aujourd'hui, les Français aussi plébiscitent l'application mobile bancaire. Donc aujourd'hui, 84% des Français qui ont un smartphone ont téléchargé l'application mobile et l'utilisent. C'est plus 27 points par rapport à il y a 8 ans. Alors c'est sûr, il y a 8 ans, il n'y avait pas autant de smartphones dans la population française, notamment auprès des populations un peu âgées. Mais aujourd'hui, alors ce n'est pas dans les chiffres ici, mais c'est dans l'étude, la distinction entre les populations un peu âgées et les populations jeunes s'estompe de plus en plus. Et aujourd'hui, tous les Français ont adopté en grande partie l'usage du mobile et de l'application mobile, parce qu'on peut parler aussi du mobile dans le sens où on peut faire des actes de gestion ou des souscriptions ou autres sur Internet, sur son mobile, mais là on parle bien de l'application mobile. Et on a posé des questions aussi sur est-ce que vous aimez l'application mobile, est-ce qu'elle est sympa, est-ce qu'elle est jolie, est-ce que le design est bien, et très majoritairement ils disent oui. Donc à la fois bravo à vous parce que vous avez fait, je pense, un certain nombre d'efforts. On sait qu'il y a beaucoup de travaux qui sont faits et beaucoup d'investissements qui sont faits sur l'application mobile. Voilà. Après, je ne suis pas sûr que ce soit l'occasion d'arrêter parce que c'est quand même quelque chose qui continue dans le temps. Et puis juste un zoom sur la dernière ligne du graphe. Ce qui est intéressant aussi, c'est que donc on peut supposer que les Français utilisent leur mobile surtout pour des choses simples comme consulter ses comptes ou faire des virements, mais également on constate de plus en plus l'usage du mobile ou en tout cas d'Internet aussi, ou en tout cas de la capacité d'un canal à distance à pouvoir souscrire des produits bancaires ou financiers. Vous voyez 32% plus 7%, ça fait 39% des Français ont déjà souscrit un produit financier à distance. Et alors, pour compléter le tableau, en plus, les Français, aujourd'hui en tout cas, sont assez réticents à se dire « demain, je suis très intéressé, ou en tout cas intéressé pour ouvrir un compte ou utiliser des services financiers qui seraient proposés par un grand acteur de la tech ». Des GAFA. Donc depuis longtemps, on parle de la concurrence des GAFA, qui arrive quand même de plus en plus. Enfin, je pense que vous avez suivi l'actualité, et notamment Apple qui lance les services Buy Now, Pay Later aux États-Unis, on va dire tout seul, sans être en partenariat avec une banque. Mais malgré tout, aujourd'hui, en tout cas en France, les Français ne se sentent pas prêts à ouvrir des comptes chez Apple ou chez Google. Alors encore une fois, à modérer, là j'ai besoin d'aller vite, mais sur les populations plus jeunes, les moins de 35 ans, l'appétence est un peu plus forte. Donc si vous voulez anticiper vos clients qui petit à petit vieillissent, il faut aussi s'adresser à cette clientèle en anticipant aussi quelles sont leurs attentes. Voilà, et donc une dernière partie un petit peu plus prospective. La banque de demain, on a posé des questions sur à la fois la légitimité des banques à proposer des services extra-bancaires et également l'appétence des Français vis-à-vis de l'épargne durable. Donc sur la capacité ou la légitimité des banques à proposer des services qui sortent du monde extra-bancaire, alors on a posé la question parce qu'on voit bien aujourd'hui un ensemble d'initiatives, je dirais presque un feu d'artifice d'initiatives de la part des banques pour élargir son offre de produits et de services. C'est quelque chose qu'elle fait bien depuis longtemps dans des domaines très proches de la banque comme l'assurance, comme alors on va y venir, mais comme l'immobilier.
Et donc, dans votre volonté aussi de trouver des nouvelles sources de revenus, et également dans un monde justement de plus en plus digital, la capacité à pouvoir proposer des services, en particulier sur des plateformes digitales qui sortent du monde bancaire potentiellement avec des partenaires, à un coût, on va dire moins élevé qu'il aurait pu l'être il y a quelques années. Et ça permet aussi de dégager le conseiller bancaire, dont on sait qu'il a 200, 300 produits et services à proposer à son client, alors qu'on l'a vu, il ne le voit que 2 fois par an. Et donc, à capacité à proposer ces services, on va dire, de façon directe aux clients. Donc, vous voyez les thématiques les plus plébiscitées. D'ailleurs, elles sont globalement tous plébiscitées. Donc, vous êtes légitime pour proposer autre chose que de la banque. Et les thématiques sont un peu sur tous les univers liés au moment de vie du client. Donc, bien sûr, en numéro 1, l'immobilier. En numéro 2, le décès. Je pense qu'il y a déjà beaucoup de choses qui sont proposées autour des garanties obsèques, mais ça peut aller au-delà, jusqu'à l'ensemble des services liés au décès. L'automobile, c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de grandes manœuvres dans le secteur bancaire autour du leasing. Il y a un changement profond de tendance de la part des clients à utiliser de plus en plus de la voiture, on va dire en location ou du leasing, plutôt que d'acheter sa voiture, encore plus avec l'arrivée des moteurs électriques. Et dans ce modèle-là, vous avez des filiales qui font beaucoup de crédits auto et qui sont obligées de se repositionner et de proposer des services de leasing. Et on voit en parallèle des Tesla ou des constructeurs qui essaient d'embarquer directement dans leur voiture tout un ensemble de services de paiement, de services d'assurance. Donc on est dans un monde en pleine effervescence et les Français vous considèrent comme légitimes pour proposer tout un ensemble de services autour de l'automobile. Bon, je les passe pas tous en revue, vous les avez vus. Mais en tout cas, voilà, il y a demain pour vous une vraie place. En tout cas, les Français vous attendent sur des services qui sortent du monde bancaire. Alors sur les aspects finances durables, ça aussi on en parle beaucoup. On sait que vous faites beaucoup de choses. Les banques, de façon générale, prennent des engagements forts sur la trajectoire net zéro, notamment en 2050, voire avant. Côté particulier, la première chose à faire, c'est d'abord les former ou les acculturer. Aujourd'hui, 72% des Français disent ne pas avoir assez d'informations sur l'épargne responsable. Je pense qu'aujourd'hui, ils ne comprennent pas exactement ce que c'est et ils ne savent pas, où la traçabilité ou la capacité à savoir ce que leur épargne devient est compliquée. Donc, premièrement, un volet pédagogique très fort. Et ensuite, c'est le deuxième chiffre qui me paraît intéressant. Alors après, c'est des intentions, et surtout sur ces sujets-là, on est plutôt beaucoup dans les bonnes intentions, donc c'est facile d'avoir ces intentions. Après, quand il faut passer à l'acte, parfois, c'est compliqué. Mais les épargnants, 26% des épargnants disent prendre en compte l'aspect éthique et responsable dans leur choix d'épargne. Peut-être pas dans leur choix de banque en elle-même. Vous avez vu tout à l'heure, la mobilité bancaire est quand même faible. Mais comme les Français sont de plus en plus multibancarisés, ils peuvent aller ouvrir un produit d'épargne dans une banque qui ne pourrait ne pas être leur banque principale. Et enfin, je ne l'ai pas mis, ça vous fera peut-être sourire, on est vraiment dans le registre aussi des bonnes intentions. Un certain nombre de Français, je crois que c'est une majorité, disent accepter un rendement un peu plus faible si leur épargne est investie dans des projets, on va dire, relevant du champ RSE. J'arrive au bout. Voilà, donc la conclusion, c'est je pense qu'il faut quand même retenir que donc le Covid est passé, on va dire qu'il n'est pas tout à fait terminé, mais la vague Covid la plus importante est passée. Elle a surtout mis en lumière la résilience des modèles de banque traditionnels. Vous êtes aussi un tiers de confiance important pour vos clients, et ça s'est vu pendant cette phase de Covid. Et donc aujourd'hui, ce modèle bancaire traditionnel qui rassure, avec un conseiller qu'on ne va plus voir, mais dont on a le numéro de téléphone et qu'on peut appeler de temps à autre, avec aussi une agence dans laquelle on ne va plus, mais ça nous rassure de se dire j'ai une agence qui n'est pas trop loin de chez moi.
Ça peut poser d'autres problèmes pour vous, mais en tout cas, sur tous ces aspects-là, c'est un modèle qui rassure les Français et que les Français plébiscitent. Après, ça ne veut pas dire effectivement qu'il faut se complaire dans l'immobilisme. Comme je le disais, vous avez beaucoup d'enjeux devant vous. Et enfin, pour terminer, ça ne veut pas dire pour autant que le combat est gagné, on va dire, contre les banques en ligne, sachant que ce n'est pas forcément un combat, parce qu'il y a beaucoup de banques en ligne qui sont elles-mêmes des filiales de grands groupes bancaires. Mais le modèle de banque en ligne a aussi de beaux jours devant lui, j'en suis persuadé, et sûrement avec un travail de consolidation qui a démarré en France. Prenons l'exemple de Boursorama, qui a racheté, on va dire, le portefeuille de clients d'ING Direct, ou d'ING. Et je suis persuadé que dans les prochains mois ou prochaines années, il y aura encore des mouvements de consolidation et qu'il y aura à la fin peut-être 3, 4 grandes banques en ligne, en tout cas sur le marché français. Voilà pour cette introduction.